Ci troviamo qui grazie alla cortesia di Marie-Christine Markovic in casa sua a intervistare la presidente dell'associazione Marionette Thérapie. Il tono confidenziale dovuto al fatto che ci conosciamo da moltissimi anni. Essayer d'utiliser certains éléments de la marionnette en thérapie, c'est une idée de notre ancêtre Madeleine Rambert, qui travaillait les mêmes années que Moreno. Oui, faisait la même chose avec le théâtre de comédien. Tout à fait. Avant la dernière guerre mondiale, d'ailleurs, oui. Et Moreno, au commencement, il a eu besoin de parler avec les comédiens, avec les metteurs en scène, etc. Mais puis peu à peu, ils sont devenus utiles. Il a créé une discipline, le psychodrame, qui se transmet d'une génération à l'autre par les spécialistes. Oui, c'est ça. Ce n'est pas passé de même pour les marionnettes. On parle encore de marionnettes et thérapie. Oui. Et il ne s'est pas formé une discipline qui se transmet. Et on a toujours besoin encore d'un marionnettiste, si on pense que le marionnettiste est un artiste, je vois pas bien ce qu'il doit faire dans ce milieu. Je crois que ceux qui s'occupent de thérapie feraient vite à s'approprier de certaines techniques de construction ou de manipulation. Enfin, pourquoi encore le marionnettiste est si important Alors, historiquement, en 78, donc l'association s'est appelée Marionnettes et Thérapie. Donc on a gardé ce sigle-là. Mais alors depuis cette époque-là, il y a eu beaucoup d'évolutions, et dans le théâtre de la marionnette, et dans le domaine des médiations, ce qu'on appelle les médiations thérapeutiques. Pas que par la marionnette, mais par l'écriture, la peinture, le modelage, la danse, enfin toutes sortes de choses. Et donc maintenant, depuis un certain nombre d'années, en France, il y a un courant qu'on appelle d'art-thérapie, d'art-thérapie, qui s'est développé. Alors, à marionnette et thérapie, on peut dire qu'on a été des précurseurs parce que c'était avant le développement de ce mouvement-là. Et on a gardé ce sigle-là, marionnette et thérapie, pour un peu, c'est pas sur le plan de la réalité. Il n'y a pas toujours besoin, vous avez raison, d'un marionnettiste de même qu'il n'y a pas toujours besoin d'un psychanalyste dans les interventions des marionnettistes. Mais c'est une réflexion sur l'articulation du chant de la marionnette avec le chant de la thérapie. Et justement, je pense que si ça ne s'est pas autonomisé comme le psychodrame par rapport au théâtre, c'est parce que justement, chaque psychologue, chaque marionnettiste, dans le domaine où il intervient, crée en quelque sorte son dispositif. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction de sa formation et en fonction de la demande de l'institution, du cadre institutionnel. Voilà, par exemple, dans les prisons, le dispositif thérapeutique qu'a employé Marie-Christine Markovic, il était possible parce que c'était dans le cadre d'un service médico-psychologique pour les détenus, alors que les interventions de Gilbert Meyer et de Marie Wacker, alors se faisaient dans un cadre scolaire, dans le cadre d'un cours de français pour des jeunes détenus en prison, et non pas dans le cadre d'un service de soins. Donc, vous voyez, le dispositif était nécessairement différent. Différent. Alors, je crois que chez nous, c'est resté comme ça. C'est resté comme chez nous, chez Marionnette et Thérapie. Alors, ce qui fait notre fragilité, peut-être, et notre force en même temps, parce que c'est toujours en débat. C'est toujours en discussion. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui.
Puis étant les pionniers dans ces questions, ce serait dommage de changer de nom. Enfin, Voilà, c'est ça, c'est ça. je vois que vous avez une formation en théâtre et une compétence en thérapeutique. Vous êtes passé du théâtre à la thérapie, ou bien vous réussissez à continuer à tenir ensemble ces deux mondes? Alors la réponse est un peu différente. Je ne suis pas forcément passée du théâtre à la thérapie ou de la thérapie au théâtre. Je dirais plutôt qu'il y a deux préoccupations qui sont en quelque sorte un peu permanentes chez moi. C'est la thérapie et la création. Enfin, l'activité créatrice, qui soit autant peut-être dans l'écriture que dans les marionnettes. Et puis je pense qu'en thérapie, on crée et on invente pas mal avec les patients. On est obligé souvent de créer, enfin de trouver. D'ailleurs, on avait écrit un livre collectif qui s'appelle Cas difficile, quel traitement inventé. Et dans ce livre-là, j'avais une petite partie qui était consacrée aux marionnettes. Comment je travaille avec les marionnettes, avec des patients difficiles. Voilà. Et dans la thérapie, pourquoi les marionnettes, par exemple, et pas des comédiens pour du théâtre? Je crois que c'est surtout parce que j'aime les marionnettes depuis que je suis toute petite. Voilà, j'ai le souvenir, un des premiers souvenirs que j'ai des marionnettes, c'est mon père m'emmenant voir un spectacle à Metz. Ça s'appelait La compagnie de Raymond Poinçon. Et j'avais vu des choses magnifiques sur la scène, j'étais émerveillée, et donc les marionnettes, c'est resté comme ça, comme quelque chose que j'avais envie de faire, que j'aimais faire. Et voilà. Si vous aimez ça, c'est une bonne raison. Ben oui, c'est la raison principale. Dans les groupes que vous dirigez, monter un spectacle ou arriver à un spectacle est toujours indispensable? Non, c'est pas toujours indispensable, surtout pas la fonction spectacle telle qu'on la voit, hein, spectacle sur une scène, enfin dans un Castelet, montrer à un public. Par contre, faire jouer les marionnettes, effectivement, c'est indispensable, puisque les marionnettes, elles sont faites pour être animées. Et donc, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu des moments où faire un spectacle, c'était quelque chose de complètement valorisant, on va dire le mot narcissisant, qui faisait du bien aux personnes qui faisaient le spectacle et qu'elles avaient envie de montrer. Et il y a eu d'autres moments où on a décidé de ne pas faire de spectacle, parce que le travail interne, le travail intérieur à l'atelier, les petits spectacles qu'on faisait entre nous, pour nous, où les manières de faire jouer les marionnettes étaient suffisantes du point de vue thérapeutique. Marionnettes et thérapie est née plus ou moins dans les mêmes années où Moreno essayait de prendre au théâtre des éléments qui pouvaient être utilisés en thérapie. Mais après ça, le théâtre de comédien a eu un avenir. Moreno, au commencement, avait besoin de parler avec des comédiens, avec des metteurs en scène, etc. Mais après, ça n'est plus nécessaire. Il s'est formé une discipline, le psychodrame, qui se transmet d'une génération à l'autre par des psychodramistes. Ils n'ont plus besoin de comédiens. Ce passage n'a pas été fait. Madeleine Rambert, dans la même époque de Moreno, a pensé d'utiliser les marionnettes pendant la thérapie, mais il n'est pas né une discipline. Et encore maintenant, il paraît que le marionnettiste est indispensable pour... On parle justement de marionnettes et thérapie. On n'a pas créé une discipline. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, vous posez une très bonne question, une très juste question et une très bonne, réflexion et délibération qui est la mienne en fait. Hein, aussi, je pense aussi celle d'autres personnes qui sont ou bien marionnettes et thérapie, ou bien qui nous approchent, ou bien d'autres amis avec lesquels je parle beaucoup. Je trouve que cette distinction marionnette et thérapie, ça devrait circuler mieux. Il faut travailler les deux, à mon avis, ensemble. Ça doit être une espèce de circulation beaucoup plus intime. Je trouve que la séparation, elle est intéressante, mais elle n'est pas non plus nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous connais depuis longtemps, mais si vous voulez vous présenter votre parcours. Je sais que vous avez un passé d'infirmier et une formation de marionnettiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler en prison? Oui, donc c'est vrai que j'ai un passif de 6 années de travail d'infirmier avec des enfants autistes.
qui m'ont amené à m'intéresser à des objets, à de la médiation et d'attraper le virus de la marionnette. Après, j'ai eu la chance de faire l'École nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville. Donc j'ai quitté le domaine, on va dire, du chant thérapeutique pour aller vers l'artistique. Mais ça m'a très vite rattrapé par après. Parce que pour moi, je trouve que la création et le thérapeutique et tout simplement, toute forme de marionnette sont intimement liées. Donc, le fait d'avoir commencé, en fait, que depuis une dizaine d'années de travailler dans prison, c'est pas nouveau aussi parce que j'ai fait beaucoup de projets par ailleurs en Afrique avec des ONG. Donc, toujours un petit peu dans ce que j'appelle moi la MTT, la marionnette tout-terrain. Ça m'intéresse en fait d'explorer des espaces où la marionnette va encore me surprendre moi. Et parce que le contexte, le terrain change, la population, les gens avec lesquels on travaille changent, et donc ça amène des nouvelles choses. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en prison, c'était un peu sur une demande, à un moment donné en France, ça existe encore, il y a eu des financements sur l'art à l'hôpital, et entre autres l'art aussi en milieu carcéral. Il y a des lignes budgétaires qui en général ne sont pas énormes, mais qui permettent de faire des ateliers très ciblés pendant un mois, sur une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'heures. Et donc on m'a demandé, et c'est vrai que moi qui ai plutôt tendance à travailler avec beaucoup d'objets dans ma pratique artistique, tout d'un coup j'étais confronté à la prison, c'est que tout protocole pour rentrer n'importe quoi dans une prison est très très compliqué. Alors c'est vrai que en général c'est des milieux culturels qui sont un peu pauvres vu de notre sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ouverture culturelle, ils ont leur culture spécifique qui est liée et à leur culture spécifique du milieu duquel les gens viennent, mais aussi la culture spécifique de la prison. Il y a des codes, des fonctionnements, il y a des choses qui sont encore très différentes dans les quartiers de mineurs que chez des adultes ou des gens qui ont des longues peines, mais ce qui est important toujours pour moi dans les ateliers, il faut prévoir un espace, un sas de transition parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un dans une psychologie d'enfermement entre quatre murs et le mettre à 100% dans une psychologie de créatif, c'est pas possible. Et ça, je l'ai beaucoup retenu du travail avec les enfants autistes, et c'est pour ça que moi je dis, en fait, les prisons ou ce genre de milieu un peu particulier, ils fonctionnent tous un peu comme des sortes d'autisme circonstanciel. Alors, je ne sais pas si le terme existe, mais c'est-à-dire que c'est des comportements autistiques qui sont liés à des circonstances. Et donc, ces circonstances d'autisme, effectivement, c'est que la première chose, c'est la fermeture, l'enfermement dans mon monde. Alors, on arrive quand même à une représentation, et en général, les gens ne veulent pas trop, ils ne comprennent pas, ils ont besoin d'un temps de comprendre pourquoi on est en représentation. Mais en général, on fait une représentation, alors c'est sûr que c'est en milieu interne, c'est soit pour un autre groupe, soit le groupe il va le présenter à la bibliothèque, où il y a des détenus qui n'ont pas suivi l'atelier peuvent suivre. Mais même si ça reste au sein du groupe, parce qu'il y a certains groupes, par exemple, on a pu avoir des représentations avec public extérieur, et d'autres groupes qui étaient très très vu les jeunes qui étaient là, on n'avait pas le droit de faire venir quelqu'un d'extérieur. Mais le fait d'amener un temps de représentation rien que pour eux, c'est marquer vraiment un temps aussi ce temps que moi j'appelle un peu la conclusion de la répétition positive. La première expérience que j'ai faite en prison, c'était avec des femmes. Et c'était des peines qui n'étaient pas très lourdes. Il y avait une femme qui avait une peine lourde de 18 ans, mais les autres, c'était des petites peines. Et donc, ce que je voulais faire avec ces femmes, c'était de faire des marionnettes sur les mains. Donc, ça se présente comme ça c'est les pieds, ça, c'est les mains. C'est chinois ou pas? Non, pas du tout. Et ici, on fabrique une tête. Oui. Et elle mettait un gant blanc. Et donc le gant, on pouvait soit le peindre, soit fixer dessus des costumes. Et donc pour moi, le truc, c'était qu'il fallait, dès le départ de l'atelier, il fallait installer un rituel. Parce que les femmes, elles arrivaient dans des états pas possibles. Soit elles sortaient du parloir, elles avaient vu leurs enfants, elles pleuraient, ou il y avait d'autres problèmes, elles étaient désespérées. Donc du coup, pour commencer, il fallait un acte rituel. Et donc ce que je faisais, c'est qu'on jetait le mouchoir dans la poubelle à côté de la porte,
pour signifier que, voilà, on laisse les soucis sur le côté et on fait autre chose. Et donc, j'ai commencé par le modelage. Et en fait, on fabrique simplement avec du papier aluminium pour que ce soit léger. Et après, autour, on modèle avec une pâte auto-durcissante. Hein. Et après, on le fixe ici au poignet. Et du coup, ça marche très bien, quoi. Hein. Parce que je voulais qu'en fait, ce soit une marionnette qui est à la fois elle et un peu loin d'elle, un peu plus loin, qu'on peut regarder. Et on peut jouer avec les autres. Et il y a un côté très féminin, très sensuel qu'on peut aussi explorer. Et donc, on a commencé à faire les têtes. Et alors, on mettait de la musique. Et comme ça, on pouvait parler en même temps qu'on fabriquait, etc. Donc, ça amenait une sorte d'ambiance très féminine. On riait, on écoutait la musique, on fabriquait ses têtes, etc. Bon, après, il y a eu certaines personnes qui avaient des difficultés avec la tête, par exemple, qui ne voulaient pas faire la bouche. Alors, bon, après, on peut interpréter. Moi, je ne suis pas du tout psychanalyste, donc je ne me permets pas d'interpréter, mais pour moi, c'était un signe. Et après, d'ailleurs, je fais aussi une carte d'identité. C'est-à-dire le personnage, une fois qu'il a été fabriqué, il a une carte d'identité. On lui met une carte d'identité, comment elle s'appelle, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, je ne sais pas, son prénom, son nom, son pays. Où est-ce qu'elle est maintenant, où est-ce qu'elle était il y a 5 ans, où est-ce qu'elle sera dans 10 ans, etc. Et donc, au départ, donc, on fait les têtes, on a la musique, et puis après, on commence à explorer avec les mains. Et moi, ce que je faisais, c'est que je leur faisais faire un automassage avec les mains, parce qu'en fait, je voulais faire ça pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'en prison, on est dans une forme de promiscuité. Il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de moment où tu es seul avec toi-même et où tu peux t'occuper de ton corps. Et le fait de masser la main, c'est une forme une façon d'être avec soi-même, de se faire du bien, même si on a 5 personnes autour, ça ne dérange pas, ça ne se voit pas, et en même temps, on peut être vraiment avec soi-même. Et aussi, c'était un entraînement pour chauffer les mains. Et ensuite, il y a eu la journée des femmes. Et donc on a travaillé aussi avec des marionnettes qui étaient sur tige, comme ça, très simple. Et on a fait une manifestation pour la journée des femmes, où elles pouvaient exprimer tous les griefs qu'elles avaient contre les hommes, contre la vie, etc. etc. Et donc on faisait ces entraînements avec la musique, des danses, des chœurs, des choses comme ça. Et ensuite... à la fin de la séance, pareil, ça s'était ritualisé aussi. J'amenais toujours un conte que je leur lisais pendant qu'elles travaillaient, qu'elles faisaient les costumes et tout ça. Et en fait, au départ, j'ai amené ces contes simplement pour nourrir les histoires, ce qui se passe entre les personnages, pour leur donner de la nourriture. Et ce qui s'est passé, c'était assez étonnant, c'est qu'une des femmes qui avait pris pour 18 ans, elle a pris ces contes et elle les a lus à ses enfants pendant le parloir. Et elle a dit que c'était super, c'était un moment génial parce que il y avait une sorte de médiateur en fait entre elle et l'enfant qui fait qu'elle a pu avoir un cadre dans lequel elle était en contact avec son enfant. Et elle m'a dit, on a bien rigolé, je lui ai raconté l'histoire, on a fait une chanson ensemble, c'était super. Du coup, toutes les autres femmes, elles se sont dit, oh mais ça c'est une super idée, moi aussi je veux faire ça.